Salut les gars! Je suis Émilie, j'ai 15 ans. Ce qui s'est passé l'année dernière me rend vraiment triste, mais je vais quand même tout vous dire honnêtement. J'espère que vous apprendrez de mon expérience et n'aurez pas de regrets comme moi. Jusqu'à il y a 2 ans, j'avais la définition de la vie parfaite. J'avais tous les avantages d'être enfant unique. J'étais la princesse de ma famille. Mes parents essayaient de me donner tout ce que je voulais. Par où commencer? J'ai eu mon premier téléphone à 8 ans, on a déménagé juste parce que je voulais une plus grande chambre, on a offert un super boulot à mon père dans une autre ville, du coup on devait déménager. Mais je ne voulais surtout pas changer d'école, alors mon père a refusé l'offre. Comme je disais, j'étais une petite princesse. Tout tournait autour de moi, et c'est exactement ce que j'adorais. Malheureusement, j'ai dû apprendre que toutes les bonnes choses ont une fin. Un jour, alors que je faisais mes devoirs, mes parents sont venus dans ma chambre. Mon père a dit « Il faut qu'on te parle. Nous avons pris une décision importante. D'abord, j'ai pensé à une autre offre d'emploi. » J'allais commencer à pleurnicher quand ma mère a dit « Émilie, ton père ne va plus vivre avec nous pendant un certain temps. » Je pensais toujours que ça avait un rapport avec son travail. J'ai demandé « Combien de temps ?» Ma mère a regardé mon père. Il a détourné le regard et a dit « Un très long moment. » Nous avons décidé de divorcer. Divorcer? Mes parents à moi vont divorcer? Mais ils s'entendaient toujours si bien. J'ai regardé ma mère avec anxiété et la première chose que j'ai vue sont des larmes roulant sur ses joues et tombant par terre. Est-ce qu'ils divorçaient vraiment? Mon père n'allait-il vraiment plus vivre avec nous? N'allait-il plus me réveiller en caressant mes cheveux? N'allait-il plus résoudre les problèmes de maths les plus difficiles de mes devoirs? N'allais-je plus courir le voir à la porte quand il rentrait du travail? Impossible. Ça devait être un mauvais rêve, et il était temps de se réveiller. Mon père a vu le choc sur mon visage et s'est approché. Il a tenu mon visage et embrassé mon front. En sentant son baiser chaud sur mon front, j'ai réalisé que c'était vraiment réel. J'étais maintenant l'enfant de parents divorcés. Au début, je voyais mon père tous les dimanches. Ces quelques heures passées ensemble me suffisaient. Il venait me chercher à 10 heures. D'abord, on prenait un petit déjeuner, puis on faisait ce que je voulais. On parlait sans arrêt, je lui disais ce que j'avais en tête. Et il m'écoutait avec un grand intérêt. On allait toujours faire du shopping, même quand je n'en avais pas envie. Le soir, il me déposait à la maison avec tous les sacs de shopping. Mais tout cela a changé avec une autre offre d'emploi. Cette fois, il n'irait pas dans une autre ville, mais dans un autre pays. Mon père allait être directeur dans une grande entreprise étrangère. Il a dit « On va passer tout l'été ensemble ». Il m'a embrassée sur le front. Cette fois, je n'ai pas pleurniché. Après tout, il ne vivait plus avec nous. J'étais sa petite princesse qui vivait dans une autre maison. Et donc, je ne m'attendais plus à ce qu'il prenne des décisions pour sa vie en fonction de moi. Vous devez vous demander « Et comment ça se passait avec ta mère ?» Eh ben, elle a toujours travaillé très dur. Mais après le divorce, elle a passé le cap et est devenue accro au travail. Plusieurs fois par semaine, elle rentrait bien après que je sois couchée. Nous ne communiquions que par des petits post-it laissés dans la maison et par SMS. N'oublie pas de lancer la machine à laver, je t'aime. J'ai vu la photo de ton album de promo sur le comptoir, tu es très belle, je t'aime. Je travaillerai tard ce soir, tu peux commander une pizza, je t'aime. Plein de notes comme ça. Elle travaillait beaucoup et je savais que c'était sa façon de faire face à la douleur du divorce. Quelle était ma manière de gérer la douleur? Je n'en avais pas, du moins pas encore. Malheureusement, quand j'ai enfin trouvé un moyen d'y faire face, ça a bouleversé ma vie. Au début, tout avait l'air normal. Ma routine quotidienne n'avait pas changé. J'avais toujours été une bonne étudiante, je me levais toujours pour aller en cours et j'étais concentrée pendant la journée. Pendant les pauses, je traînais avec ma meilleure amie Zoé. Je pensais que ma vie était revenue à la normale, mais j'avais tort. Je passais beaucoup de temps sur quelque chose sans même m'en rendre compte. Comme tous mes amis d'école, j'étais sur les réseaux sociaux. Mais j'y postais rarement quoi que ce soit. Je vérifiais Instagram au moins une fois par jour et c'était tout. Je n'étais même pas sur TikTok. Mais j'ai commencé à utiliser Instagram beaucoup plus souvent. Je vérifiais constamment ce que les gens postaient et quel post avait le plus de j'aime. À un moment, j'ai commencé à poster au moins 4-5 fois par jour.
Le soir, je réfléchissais à ce que je pourrais poster le lendemain. Je prenais des notes et allais même jusqu'à me préparer. Par exemple, je convainquais Zoé d'aller en ville avec moi après l'école pour trouver des graffitis devant lesquels poser. Ou j'allais dans des magasins vintage trouvés en ligne. J'essayais des dizaines de tenues et je prenais des selfies avec. Bien sûr, je postais ensuite tout ça sur Instagram. Cela ne vous paraît peut-être pas étrange, comme il y a tellement de gens qui essaient de devenir connus sur ces réseaux. Mais le problème était que j'étais extrêmement préoccupée par mes j'aime. Je n'exagère pas quand je dis extrêmement. J'y tenais vraiment à mort. Disons que je poste une photo ou une vidéo que j'aime bien. S'il n'y avait que 4-5 likes, je ne pouvais pas dormir de la nuit. Je me retournais dans mon lit avec toutes sortes de pensées en tête. Je me mettais à penser que tout ça était injuste. Je me disais, je fais tant d'efforts et ces imbéciles ne me donnent même pas un j'aime. Ils ne m'ont pas liké parce qu'ils sont juste jaloux. Je regardais même ma liste d'abonnés et j'essayais de deviner pourquoi chacun ne m'avait pas liké. Ouais, j'étais totalement obsédée par Instagram, mais tout ça me semblait normal à l'époque. J'aimerais que ça se soit arrêté là. Un jour à l'école, Zoé a attentivement regardé mon visage. Elle a dit « Oh là là, Émilie, tes sourcils s'amincissent. » Je l'ai remarqué l'autre jour, mais je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas te faire de peine. Pourquoi tombe-t-il? Devrais-tu voir un médecin? J'étais sur le point de dire non, j'épile juste mes sourcils, mais je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Zoé était choquée. « Si j'avais su que ça te ferait tant de peine, je n'aurais rien dit, ce n'est pas grave, » dit-elle. C'est alors que j'ai baissé la tête et écarté mes cheveux pour lui montrer ma grosse calvitie. « Waouh, Émilie, ce n'est pas normal. Appelle ta mère. Dis-lui de prendre un rendez-vous avec un médecin. Où est ton téléphone ?» J'ai essayé de dire quelque chose, mais je n'ai pas pu vu que je pleurais. Elle m'a emmenée aux toilettes et m'a lavé le visage. Je me suis un peu calmée, j'ai dit « Zoé, mes cheveux et sourcils ne tombent pas, je les arrache. » Elle a crié « Quoi? Meuf, t'es folle! Est-ce que t'es en train de me dire que tu arraches tes cheveux ?» C'est difficile à croire, mais c'est exactement ce que je faisais. Zoé a insisté pour que j'appelle ma mère, et je l'ai fait. Quand elle a décroché, je me suis mise à pleurer. Bien sûr, elle a eu peur et est venue me chercher tout de suite. Pour la première fois depuis longtemps, on a parlé des heures et on a pleuré ensemble. Au milieu de la nuit, on est allé acheter à manger, les yeux gonflés. J'avais l'impression qu'un poids avait été ôté de mes épaules. Je ne sais pas si j'avais besoin de parler à ma mère, de partager ça avec quelqu'un ou de pleurer à chaudes larmes, mais je me sentais mieux. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas nerveuse. L'ami de ma mère m'a recommandé un psychiatre et on était à son bureau le lendemain matin. J'ai rencontré le docteur Jennifer Williams ce jour-là. J'ai commencé à la voir tous les vendredis après l'école à 16h. Mon trouble a un nom latin très cool, mais je vais vous le dire en français, la trichotillomanie. La raison principale est le stress. C'est le plus fréquent chez les adolescentes. Vous arrachez les cheveux et poils d'autres parties de votre corps sans même vous en apercevoir. Puis, vous ne pouvez plus vous arrêter. Je m'arrachais les cheveux et les sourcils, mais certains s'arrachent même les poils d'aisselle. Heureusement, ça peut être traité. Je dois admettre que j'ai traversé une période très difficile. J'ai même dû me couper les cheveux très courts et porter un chapeau très serré tout le temps. Certains doivent même porter des pinces spéciales sur les doigts pour ne pas s'arracher les poils, heureusement. Je n'ai pas eu à les utiliser. La partie la plus importante de ma thérapie a été les séances avec ma psychiatre. C'est comme ça que tout est devenu clair. Voici ce que j'ai découvert à propos des causes de mon état. Après le divorce de mes parents, je n'étais plus traitée comme une princesse. C'était le néant. Je ne pouvais pas l'admettre, mais je voulais être le centre d'attention. Ce désir m'a amenée à utiliser Instagram+. Chaque j'aime que je recevais me rendait heureuse. J'avais l'impression d'attirer l'attention comme avant. J'étais à nouveau une princesse. Quand le contraire arrivait et que je n'avais pas de j'aime, vous savez, stress. Tout ça a amené une dépression nerveuse et un trouble dont je n'avais jamais entendu parler. Malheureusement, j'ai dû traverser tout cela en une année seulement. Je ne veux pas blâmer mes parents, mais j'aurais aimé qu'ils me soutiennent davantage pendant cette période. Ils m'ont en quelque sorte oubliée parce qu'ils avaient à faire face au traumatisme du divorce. Enfin, bien sûr, je les aime énormément, mais ça ne change rien au fait que je suis un peu blessée. Alors pensez-vous, au fond, que j'aurais pu être plus forte? Est-ce moi ou mes parents les plus responsables de tout ça? Partagez votre avis dans les commentaires. Merci de m'avoir écoutée
et d'avoir été vraiment là pour moi. Vous pouvez partager vos propres expériences en envoyant un mail à l'adresse dans la boîte de description.